Bon, bienvenue à tout le monde. On va démarrer. Je pense qu'il y en a beaucoup quelques-uns sont un peu coincés, mais bon, il y a un moment, il faut quand même sonner le top départ. Alors, encore une fois, merci d'être venu. Merci à Aquitaine Biodynamie de permettre d'organiser ces conférences. C'est toujours, tous les ans, c'est toujours comment dire, une espèce de courage à deux mains où on se dit, allez, est-ce qu'on y retourne ou pas? Et en fait, les sujets sont à la fois passionnants, croustillants, on se dit, on y va. Et puis, l'important, c'est de participer. Donc aujourd'hui, vous avez vu le programme. On est ravis d'inviter Jean Masson, que certains connaissent. Et cet après-midi, nous aurons donc, avec Olivier, une revue des dernières recherches sur les biophotons et la régénération des sols et pourquoi pas de la vigne. Voilà. Alors je vais faire court parce qu'on démarre un peu en retard. Je crois que ce qui m'anime à la fois personnellement et puis collectivement, c'est d'essayer de comprendre tout ce qu'on peut faire en biodynamie et ce qu'on a de connaissances empiriques ou de constats. Comment est-ce qu'on met ces faits, la dynamisation, pourquoi la silice, comment les sols vivants, etc. Comment on amène tous ces sujets-là que nous vivons au quotidien avec plus ou moins de souffrance et plus ou moins de bonheur, sur une perspective qui est scientifique et qui est constatée, reproductible, avérée. Voilà. Et quand Jean, effectivement, a dit tiens, moi je parlerais bien de la mémoire de la plante, qui pour certains pourrait être un sujet un petit peu élevé, on va dire, mais Jean nous a promis qu'il nous apporterait un constat de scientifique, et c'est là où on peut essayer de faire la passerelle entre ce que j'appelle le monde ésotérique, des mondes qui nous entourent, avec la science. Voilà. Donc bonne conférence. On a aussi légèrement changé le format parce que c'est les 100 ans de la biodynamie, donc on a le droit à 2 conférences. Mais l'idée, c'est de faire 1 heure de présentation, et ensuite, c'est vraiment laisser le débat ouvert sur le thème que vous avez lu, qui est en quoi l'homme peut effectivement apporter ou un impact sur la mémoire de la plante. Donc on parlera de ça. Donc là, il est 10h moins le quart, 11h moins le quart, jusqu'à midi et demi. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup d'être venu. C'était l'année dernière. Il était 3h du matin devant ta cheminée. On n'arrivait pas à s'arrêter de discuter. J'avais rencontré une belle personne, Frédéric, et on n'arrivait pas à s'arrêter de discuter. Voilà. Et puis on est parti sur des sujets... ah bah tiens, est-ce que tu as envie de parler de ça? Et qu'est-ce que tu sais là-dessus? Puis des fois je disais je sais rien, souvent d'ailleurs. Et puis du coup on est parti sur cette idée de l'envie en fait de discuter de quelque chose qui nous déplace par rapport aux habitudes de pensée, aux habitudes qu'on a sur les connaissances. Je parle des chercheurs qui nagent dans leur couloir, et d'essayer d'apporter des éléments scientifiques basés sur des publications qui pourraient donner des informations sur ce sujet de la mémoire. Donc, pour commencer, j'ai cette première diapo pour vous dire ce qu'on fait, puisque je vais très peu parler de ce qu'on fait dans mon labo. Ce n'est pas le sujet. Donc, on a une équipe de recherche qui va grandir avec 2 enseignants-chercheurs en plus. Il y a des choses qui progressent, tout ne le réduit pas. Et on fait de la recherche participative, recherche-action participative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les questions auxquelles on s'intéresse sont posées par les vignerons, qu'ils soient en conduite conventionnelle, en bio ou en biodynamie, et avec des associations. Et au début, c'était même avec des élus, des villages dans lesquels vivaient les vignerons. Donc ça, c'est un saut total, puisque la légitimité de poser des questions, elle est donnée aux chercheurs pour faire des projets de recherche. Et là, on a choisi, où ils m'ont amené, ils m'ont transformé, en fait, c'est ça la réalité. Les gens avec qui j'ai interagi sur maintenant 10 ans m'ont amené à
à prendre en compte leur savoir d'expérience. Finalement, abandonner ces histoires de savoir d'expérience, abandonner nos connaissances scientifiques et plutôt s'intéresser aux formes de raisonnement des gens. Et débattre, des fois en découdre, jusqu'à construire des questions sur lesquelles il y a un consensus. Et une fois qu'il y a un consensus sur cette question, on y va. On traite cette question dans les vignes, on traite cette question dans le labo. Ça veut dire que nous sommes allés dans les vignes pour apprendre un peu le métier du vigneron, jusqu'à faire de la silice et préparer et pulvériser pour ce qui me concerne et tailler la vigne. Et eux sont venus dans le labo pour faire des expériences de biologie moléculaire pour comprendre comment on allait ensemble produire des connaissances sur la question qu'on avait choisie. Après, on a un tas de données, vraiment des tas. Et ensuite, on fait des réunions, des méta-réunions où il y a 40, 60 personnes, dont la moitié sont des gens qui n'étaient absolument pas dans le projet. Et l'idée, c'est avec ce tas de données, des données, des informations, c'est de tirer une conclusion scientifique, tous ensemble. Au sortir d'une journée de travail, il y a un consensus. Et par exemple, la première fois qu'on a eu un consensus, c'était d'abord, on était sur une question, est-ce que le vigneron a une influence sur la santé de la vigne ? Donc évidemment, là derrière, il y avait plein de choses négatives. Les vignes en biodynamie, elles sont moches, etc. Ça ne va pas bien. Voilà, tout ça, on a résolu. On en est arrivé à cette question. Est-ce qu'on a des informations ? Et tout le monde, même s'ils avaient des opinions différentes, avait envie d'instruire cette question. Et au bout de 3 ans et demi de travail, on avait un tas de données. Et au sortir de cette réunion, dans laquelle vous pouvez imaginer les gens qui ont été invités, qui n'étaient pas dans le projet, finalement, ils nous ont étrillés. Ils étaient extrêmement critiques. Donc moi, je trouve ça très bien, la critique, surtout quand les gens s'engagent, et qui restent et qui vraiment font des critiques constructives. Du coup, le consensus et la conclusion consensus qu'on a produite, elle est encore plus solide. Et on en est arrivé à une conclusion qui disait que les vignes en biodynamie ont une immunité qui fonctionne mieux que des vignes cultivées en conventionnel. Et lorsque les maladies ou les dérèglements climatiques arrivent, l'immunité de la vigne conduite en biodynamie réagit plus vite et plus fort. Alors ça fait un choc sûrement psychologique à ceux qui n'étaient pas branchés par la biodynamie, on va dire ça comme ça, pardonnez-moi pour le langage. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que nombre de vignerons qui étaient en conventionnel et qui se sont engagés fortement dans ce projet, eh bien, ils ont changé de pratique. Voilà. Ils ont changé de pratique, ils se sont engagés vers quelque chose qui est bio, peut-être proche de la biodynamie, sans s'engager dans le Déméter. Bon, ça fait quelque chose de voir quand même 5-6 vignerons, ça fait 150 hectares qui mettent du désherbant sous le Cavaillon depuis 40 ans et que d'un seul coup, ils arrêtent. Et personne ne leur a dit, c'est eux qui en avaient envie, à l'issue de ce projet. Et puis Maxime Madouas, qui est thésard avec moi, avec lui, on a fait une étude sur le discours des gens. On a étudié le discours de ces gens qui travaillent avec nous depuis le début. Et on a pu montrer que des mots nouveaux sont apparus dans leur discours en 8 ans. Et autour de ces mots nouveaux, donc par exemple bio, biodynamie, un discours s'organise. On arrive à structurer ce discours avec des algorithmes et montrer que des phrases nouvelles se construisent dans la tête de ces gens. Donc en participant à ces projets depuis le début jusqu'à la écriture des publications scientifiques, finalement, c'est eux les patrons de cette affaire. C'est eux les patrons et c'est eux qui changent, c'est eux qui reconçoivent leurs pratiques. Et 2 de ces vignerons sont responsables de projets de recherche et développement dans les 2 plus grandes caves d'Alsace. Et ils ont en charge d'essayer de faire passer le message à des vignerons pour développer le bio. Même Wolf Berger a une filière, entre guillemets, même si ça vous choque, on va dire, à vocation biodynamique. Donc en fait, ça transforme tout le monde. Ils sont complètement transformés dans leur pratique, dans leur cerveau. Puis moi aussi, ils m'ont transformé. Je n'ai pas pris de kilos, mais j'ai été transformé. Donc aujourd'hui, depuis 1 an et demi, on est sorti de la vallée du Rhin et on a un projet à l'échelle nationale. On a rencontré 250 vignerons
On est avant la question, on est plutôt sur la problématique. Il n'y a pas encore de question fixée sur la problématique, c'est l'usage des préparations naturelles peu préoccupantes, des tisanes ou des décoctions, des plantes ou des minéraux, et en quoi ces préparations peuvent aider la vigne à tenir face au dérèglement climatique ou face aux maladies. Voilà. Et donc la première étape de ce projet, et les vignerons ici sont engagés là-dedans, c'est de collecter ce que vous savez, votre expérience, votre raisonnement, et puis de voir où sont les trous dans la raquette. Puis, je ne sais pas s'il y a encore des fils dans la raquette, il me reste le manche et le tour. Hein. Voilà. Et là, ce qui est intéressant dans ce projet, ce qui est là, c'est qu'à la fois, il y a des savoirs d'expérience importants, en même temps, ils sont fragiles. De l'autre côté, le monde scientifique ne s'y est intéressé que dans le laboratoire, et chaque fois qu'ils sont sortis, forts de leur savoir et de leur vérité, ils se sont embourbés, il n'y avait plus rien qui marchait. Donc en fait, ce sont deux mondes encore pires que d'habitude qui ne se parlent plus du tout. Et nous, moi j'aime bien passer entre les mondes, avec les gens, voilà, et emmener des gens. Entre les silos de pensée, voilà, j'aime bien faire ça parce que je pense que c'est là qu'il y a un avenir possible. Donc, vous pouvez vous connecter à ce site web, il y a tout ce qu'on a publié, tout ce qu'on a écrit. Quand c'est en anglais, on a fait des résumés en français. S'il y a un truc qui n'est pas clair, vous écrivez à Jean, il répond toujours. On a un atelier national qui se tiendra à Montpellier le 24 et le 25 janvier. Donc là, ça va être une séance de 2 jours sur le tas de données. Et l'idée, c'est à la fin de ces 2 jours, d'élaborer les consensus possibles sur à quoi ça sert ça et pourquoi tu le fais. Et puis aussi d'identifier des questions importantes sur lesquelles il y aura un consensus. Et ces questions-là, on va essayer de s'en saisir, ou nous, ou trouver des gens pour s'en saisir. On a commencé à analyser les données. Que bello! Que bello! Donc inscrivez-vous, même si vous n'étiez pas dans la première vague, vous pouvez venir, mais ce n'est pas comme ça, hein, vous aurez du boulot. Un crayon, des feuilles, etc. Faut y mettre votre cerveau, votre envie. C'est avec l'envie des gens qu'on peut arriver à construire un autre avenir. On va dire ça comme ça. Hein? Les carnets de voyage qu'on a fait sur les sites où on était ont été écrits par Ombline. C'est absolument trop beau, comme elle écrit les carnets de voyage. Et moi, je me suis occupé en attendant l'atelier national, de faire des épisodes sur Netflix, sur les préparations, sur la silice, en cherchant ce qu'il y a comme publication scientifique. J'en lis quelques-unes, 10, 20 pour un épisode, et j'en choisis une qui me va à moi. Donc il y a un biais forcément, et on a fait une fiche qui peut-être est plus accessible pour vous. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'elle crée un choc dans votre tête, voilà, notamment sur la silice, notamment sur la temporalité d'application des PNPP. Et ceux qui viennent à l'atelier doivent connaître tout ça. Il y aura une interrogation écrite sur les épisodes. Donc des gens qui font de la recherche, action participative, entre guillemets, s'appelle le modèle radical, on ne peut pas faire une équipe de hand avec. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Donc je vais démarrer sur cette histoire de mémoire des plantes. L'idée, c'est que j'ai choisi, peut-être que ça ira, peut-être que ça ne vous ira pas, je ne sais pas, on verra, c'est d'imaginer la plante en relation avec le monde. Et de voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans des articles scientifiques comme indicateur du fait qu'il y a une relation. Donc le monde, c'est-à-dire les sols, les plantes, et j'irai jusqu'à Frédéric, le vigneron. Voilà. Donc je vais commencer par parler d'une liane qui s'appelle Bochyla trifoliata. Donc cette liane, en fait, elle se développe comme un épiphyte sur les autres plantes, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et ce qui est assez curieux, c'est que la forme de ces feuilles s'adapte à la forme des feuilles de la plante sur laquelle elle se développe. Elle se cache dans cette plante. Alors on a pensé... Après, comment on explique ça, hein? Comment on explique ça? Alors j'ai trouvé des articles scientifiques qui pensent que
que la plante hôte diffuse des aérosols, ça vous le savez que les plantes elles diffusent des aérosols, et que ces aérosols auraient une influence sur cette liane qui serait sensible et du coup ça changerait ça. Une publie dans un article tout à fait sérieux. Et puis après, plus tard, parce que c'est un sujet un peu à la fois difficile, à la fois passionnant, je trouve, mais il n'y a pas beaucoup de chercheurs là-dessus parce que c'est un truc où on ne fait pas sa carrière avec ça, on va dire ça. On a des ennuis, quoi. Il y en a qui ont pensé qu'il y avait un transfert de gènes naturel. Ça existe, hein, des transferts de gènes naturels de la plante hôte vers cette liane qui aboutissait finalement à changer son programme de développement et la forme des feuilles. Et puis j'ai trouvé un autre papier qui montre que quelque temps après que la liane ait changé sa forme de feuille, le microbiote qui est dans cette liane, vous savez qu'il y a un microbiote dans les plantes, le microbiote s'est rapproché du microbiote de la plante support. De là à dire que ce microbiote a une influence sur le développement des feuilles, moi j'en sais rien. Hein. Et donc ce que je veux illustrer par là, c'est que quand on a une observation répétable, reproductible, d'abord c'est ça la première chose la plus importante, ensuite on essaie de trouver, on fait des hypothèses, on fait des expériences scientifiques pour aboutir à des conclusions, mais des fois elles sont multiples, ces conclusions, elles sont toutes bonnes et aucune n'est bonne. Alors il y a un papier, c'était jubilatoire, c'est le dernier papier que j'ai vu là-dessus, attendez. Dans la meilleure revue scientifique par rapport aux trois autres que je citais, le labo, ils ont fait pousser cette liane sur des plantes en plastique. All right? Et 2 mois après, cette liane avait des feuilles de la forme des plantes en plastique. Dans un super journal, quoi. Hein. Mais ça veut dire aussi que, je redis ça, c'est quand on a une observation répétable, je parle un peu de comment on fait de la recherche, quoi. Eh bien, on peut avoir plusieurs hypothèses, plusieurs conclusions qui ne sont pas forcément contradictoires, mais on ne sait pas où on en est, quoi. Et ça vous fait rire, cette histoire de plastique. Je comprends bien, moi je trouve ça absolument audacieux, ce qu'ils ont fait. Voilà. Après, ils disent à la fin, tout doucement, en discussion, conclusion, parce qu'il faut faire gaffe dans les publications, il ne faut pas taper trop fort, il faut dire peut-être, vous savez, la rivière, elle coule, etc. Donc ils disent, mais alors a-t-elle des yeux? A-t-elle des yeux? Parce qu'elle n'a pas de bactéries, elle ne produit pas d'aérosol. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi, je trouve que quand on a une situation comme ça commence à devenir intéressant. Est-ce qu'il y a sûrement des gènes qui sont impliqués là-dedans, qui sont dans cette liane? Est-ce que ce type de gène existe et est resté distribué dans toutes les plantes? Who knows? Je dirais là, pour ce premier exemple, je dirais que ça illustre que les plantes interagissent avec leur environnement, mais ça ne dit encore rien sur la mémoire. Hein, parce qu'interagir, oui, mais pour faire quoi? Là, elle le fait pour se protéger, pour ne pas être mangée, parce qu'il paraît que c'est bon à manger ces feuilles. Donc, mais pour faire quoi? Maintenant, je vais revenir à ce à quoi on devrait toujours s'accrocher, à la génétique. Donc, vous avez compris, j'ai trois petits textes et puis des images pour illustrer, et puis je vous raconte l'histoire. Hein. Donc, tout le monde a connaissance du moine George Mendel, qui a finalement ouvert le concept de la génétique. C'était au XIXe siècle. Moi, j'ai lu ses cahiers de travail. C'est juste absolument hallucinant. Il y a ça de hauteur de cahiers de travail. Enfin, j'ai lu des résumés sur comment il a travaillé son affaire pour que ça soit extrêmement bien fait. Il tient la dragée haute à n'importe quel généticien de l'an 2024. Hein. Il avait peut-être du temps, mais il avait aussi un cerveau. Et à la même époque, vous connaissez cet exemple des petits pois lisses, ridés, jaunes et verts, de la génétique de George Mendel. Et à la même époque, au XIXe siècle, vous avez entendu parler de Darwin et sa théorie de l'évolution. Donc en même temps que le moine y bossait, il trouvait ses démonstrations de génétique sur le pois, mais il a aussi travaillé sur d'autres espèces. Il a montré que sur d'autres espèces, c'était pas si clair que ça. Par exemple, la piloselle, ça vous dit quelque chose? Hein?
Voilà, ce n'était pas du tout clair, il y avait des soucis avec ça. Et en fait, plus tard, on a montré qu'il y avait des polyploïdisations, qu'il y avait des formes de sexe complètement différentes chez cette plante qui faisaient que ces expériences, elles rataient à chaque fois. Voilà. Donc le petit pois, c'était plus marqué. Donc à l'époque, il y avait Darwin qui a posé les clés de l'évolution en disant, si je résume, en disant qu'il existe dans la nature des formes vivantes et dont les gènes évoluent, et les organismes dont les gènes ont évolué spontanément via des mutations, à l'époque on ne prononçait pas le mot mutation, eh bien il y a une sélection naturelle qui se fait, et puis vous connaissez l'exemple, plein d'exemples là-dessus, et seuls les individus ou les plantes qui ont les gènes les plus favorables survivent et les autres meurent. Et en même temps que lui, peut-être vous avez entendu parler de lui, il s'appelle Monsieur Lamarck. C'est un Français. Et qui, lui, lui, il n'était pas d'accord avec la théorie de Darwin. En même temps, peut-être pas contre, parce que ce qu'il y avait dans la théorie de Darwin, c'est que, mais pourquoi les gènes changent? Ok, le principe de sélection, mais pourquoi les gènes changent? Pourquoi tout ça, ça ne serait pas immuable? Hein? Donc lui, il a exposé le principe de la sélection-évolution face à l'adversité, et Lamarck lui disait que l'environnement avait une influence sur le génome. Vous êtes toujours avec moi là Ok. Vous vous ennuyez pas, quoi. Voilà, et puis en 62, j'avais 2 ans, bien Crick et Watson ont découvert la structure de la double hélice de l'ADN. Et tout un dogme s'est mis en place à ce moment-là, un dogme ou une base solide qui disait que tout est lié à la génétique et tout est lié à l'ADN, chez les humains, chez les plantes, chez les bactéries. Donc tout était une question de séquence de gènes dont on hérite, et puis salut. Donc je vous ai posé le paysage avec des bases fondamentales de génétique qui sont toujours valables, et puis voilà, une espèce de dissensus ou de conflit non résolu entre Darwin et Lamarck. Autant Darwin colle avec l'histoire de la structure de l'ADN, autant Lamarck, je ne sais pas s'il colle, enfin c'est compliqué, on va voir tout à l'heure. Et puis un siècle plus tard, donc je disais en 62, il y a une équipe à l'université de Cleveland de M. Cullis, un papier que j'ai vu il y a longtemps, en 90, que j'ai trouvé absolument génial. Et je suis arrivé chez mon patron de postdoc, j'étais à Zurich, à l'école polytechnique, et je lui ai dit « Man, that's the future ». Il m'a regardé et m'a dit « Ton projet, c'est ça, tu me laisses tomber cette affaire ». Voilà, c'est dommage, mais on y arrive. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette équipe de Cleveland? Ils ont regardé des plantes de lin. En cultivant une même lignée de lin, la même, et en faisant des autofécondations, donc on laisse faire des graines, on récupère ces graines, on les ressème sur des parcelles qui étaient plus ou moins riches en nutriments, ils ont abouti, au bout de 4 années, à des formes géantes et des formes toutes maigres. La géante sur un sol riche et la forme maigre sur un sol pauvre. Après, il a croisé ces plantes, la maigre avec la riche, pour voir s'il y avait une transmission. Ça se transmet. Il y avait une génétique. Donc en partant d'un même génome, simplement en le cultivant sur des sols différents, avec des pratiques différentes, la plante interagit, je vous ai dit que je voulais décrire des formes d'interaction, elle interagit avec ce sol jusqu'à ce que ça change sa forme et ce que ça change ses gènes. Et ces gènes, pourquoi on sait que ça change ces gènes? Parce que c'est transmissible. Voilà. À l'époque, la biologie moléculaire était à ses débuts, enfin pas très très avancée. Le dernier papier qu'ils ont sorti, c'était en 1990, regardait des gènes avec des outils moléculaires un peu qui aujourd'hui sont dépassés, mais à l'époque, c'était du bon niveau. Donc, cette expérience est pour moi un gros coup scientifique.
Voilà. On se rapproche en quelque sorte de la théorie de Lamarck. L'environnement aurait une influence sur la plante jusqu'à ce que ça change ses gènes. Mais ça n'occulte pas ou n'invalide pas la théorie de Darwin, puisqu'on imagine très bien que dans un champ comme ça, celle-là va disparaître. Et celle-là, elle va prendre la place. Donc, on peut écouter les deux. C'est ça que je voulais dire. Et donc, dans le fond, après, à partir de ce moment-là, j'ai regretté que je n'ai pas eu le droit de faire ce projet avec chez mon patron qui était polonais et on travaillait en Suisse, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On a pu avancer et maintenant on va aller plus vite, plus loin dans ce domaine-là, grâce à des moyens d'investigation au niveau génétique et moléculaire beaucoup plus puissants que ce qui existait à l'époque. Donc je dirais, si je faisais une conclusion là, au tiers ou au quart des diapos, qu'il y a quand même des informations scientifiques validées qui laissent penser que les plantes interagissent avec leur environnement et que cet environnement aurait une influence sur ces plantes jusqu'à changer leurs gènes, ce qui est une étape, un cran au-dessus. Et pour faire court, parce que je ne vais pas vous faire des diapos, un séminaire de chercheurs normal sur la biologie moléculaire, en fait, avec le développement de toutes les méthodes de génétique moléculaire, on a commencé à identifier ce qui se passait dans des situations comme celle-ci, et on a vu en fait qu'il y avait à la fois des changements génétiques, donc dans la double hélice, et des changements épigénétiques ou des empreintes de deux formes. Sur l'ADN, pour qu'il s'enroule, un ADN de vigne, ça fait 70 cm de séquence génétique dans 20 micromètres de cellules de vigne. Oh, comme ça. Vous prenez un fil, vous le tenez, puis vous l'enroulez, ça se super enroule, et puis il y a des protéines, ça s'appelle des histones, qui viennent et cloc, qui verrouillent ces nœuds. Et quand ce génome, une zone du génome doit s'exprimer, le nœud s'ouvre, les gènes s'expriment, on referme. Et ces histones sont modifiés chimiquement, acétylés, méthylés, peu importe. Et ces modifications aboutissent à justement cette ouverture-fermeture, à des changements dans ces ouvertures et fermetures. Mais ça n'a pas changé la séquence de l'ADN. Et si on se rapproche de l'ADN, il y a des changements chimiques sur les bases, des méthylations, des cytosines, qui aboutissent à des changements de la régulation de ces gènes-là lorsque leurs cytosines sont méthylées. Encore une fois, la séquence Watson et Crick, toujours raison. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est dessus. Des empreintes sur l'ADN et autour de l'ADN qui aboutissent à changer la nature de l'expression et des réactions du génome à son environnement. Donc ce domaine, il est complètement, peut-être pas si nouveau pour vous, mais quand même un peu nouveau, moi je trouve, pour les chercheurs. Il y a des équipes dans le monde entier qui travaillent sur les plantes, qui travaillent évidemment sur les humains. On trouve des choses chez les humains et des questions intéressantes de transmission, puisque autant Mendel et Watson et Crick et le modèle de Darwin collent avec le fait qu'on transmette cette séquence chimique, ces gènes, autant les questions qui étaient finalement arrivées à la surface, c'était mais ces changements épigénétiques, est-ce qu'ils sont transmis? Ben oui, voilà, ils sont transmis, et plutôt plus du côté femelle que du côté mâle. Il faut que je vienne pour faire une conférence complète là-dessus, c'est un sujet en soi. Bref. J'ai écrit, mais Jean, quand est-ce qu'on parle vraiment de mémoire? Arrête de nous raconter des histoires. Et je me suis répondu, oui, mais c'était le chemin à prendre, je pense. Voilà, on va parler de mémoire. Donc ça, c'est des semis de graines d'Arabidopsis, la plante modèle par excellence. J'ai bossé pendant 7 ans là-dessus, c'est vraiment facile de travailler avec ça. En même temps, c'est facile, donc tout le monde découvre des trucs géniaux, donc c'est la guerre pour arriver à tenir. Voilà. Pour faire sa place dans le trafic scientifique. Pour la vigne, tout est immensément long, c'est tellement dur. Voilà, donc dans la première expérience que j'espère vous voyez, ouais, c'est vert et à côté c'est blanc.
Donc, ils ont fait pousser un semis à 22 degrés pendant cette période et ensuite pendant 1 heure à 45 degrés. Ensuite, ils ont remis la boîte à 22 degrés et puis à 22 degrés, quelques heures après, elles sont devenues blanches. Donc, le choc de 1 heure à 45 degrés a tué les plantes. Soit. Et après, ils ont fait une expérience complémentaire au cours de laquelle ils ont monté la température à laquelle étaient cultivés ces semis par rampe progressive, ici, jusqu'à atteindre 45 degrés. Ils sont redescendus à 22, personne n'est mort. Parce qu'ils y sont allés doucement. Ça marche pour Arabidopsis, puis plein d'autres choses aussi, sûrement, et plein de gens. Mais le coup de génie, c'est qu'après, ils ont pris ces plantes, après 4 jours, ils leur ont mis, mais d'un coup de marteau 45 degrés, que croyez-vous qu'il advint? Elles ont résisté. Donc, ils sont arrivés avec une hypothèse, plus des faits moléculaires, que je ne vous montre pas ici, mais si jamais vous voulez les publier, tout ça, je vous envoie tout. D'accord? Pas de souci. Donc, en fait, elles se rappellent du stress à la température. Elles s'en rappellent et elles résistent mieux au coup d'après. Donc, pour moi, c'est un exemple assez marquant qui suggère qu'il y a un effet de mémoire chez la plante. Et ça, c'est qu'une herbacée, une petite mauvaise herbe qui pousse chez vous, dans les vignes aussi, sûrement. Donc, elle apprend. Tout à l'heure, je vous parlais d'apprendre. Les plantes apprenaient en lien avec leur environnement. Maintenant, elles s'en rappellent de ce qu'elles ont appris. Et au niveau moléculaire, ce qu'ils ont montré, c'est que des gènes particulièrement impliqués dans la résistance au stress thermique, ils sont ouverts. Les histones sont partis et ils sont super actifs. Et il y a l'empreinte qui existait dessus, elle a changé chez ces plantes. Donc ils arrivent à caractériser au niveau moléculaire ce qui se passe autour et sur l'ADN en lien avec cette mémorisation. Donc si je résume, en fait, et peut-être que je vais loin, mais ce n'est pas grave, avec le dérèglement climatique, tout le monde dit la température moyenne augmente, mais bon, je ne suis pas sûr que ça soit plus grave, c'est plutôt les chocs extrêmes auxquels les plantes sont soumises. Je ne parle pas des humains aujourd'hui, je ne parle que des plantes. Je m'intéresse plus aux plantes d'ailleurs. Et donc, c'est quand même intéressant comme information parce que ça dirait qu'une plante qui a eu un petit choc, elle peut s'en rappeler pour résister mieux au coup d'après. Et donc, ça met en perspective dans la tête de l'agriculteur ou du vigneron, s'il a ça dans sa tête, il peut commencer à réfléchir les choses autrement. Jusqu'à peut-être imaginer des moyens pour aider à ce que cette mémoire s'établisse et se stabilise. L'entraîner à être mieux entraîné, à résister à l'adversité. Ce que ça dit aussi, c'est que si des événements chocs thermiques, par exemple, se répètent, la plante, elle va moins mal résister qu'une autre qui aura pris le coup de marteau tout de suite. Ce qui est plutôt positif, je trouve. Alors, ce type de modification au niveau de la mémoire sur le génome des plantes, c'est à la fois des changements sur la séquence de l'ADN et à la fois sur les histones dont je vous parlais tout à l'heure. Ça dépend des plantes, ça dépend des situations. Et puis maintenant, je vais quitter les herbacées et aller sur une plante à multiplication végétative. Mais pas encore la vigne. Les fraises. Donc ça, c'est des fraises des bois. C'est Étienne Buchet, il est à Changin en Suisse, on collabore avec lui. Lui, il travaille sur les fraises. Un jour, j'arriverai à le convaincre de travailler sur la vigne, je pense. Enfin, j'espère. Et donc, ce qu'il fait, lui, c'est le même type de choc thermique. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les fraisiers résistaient, à l'instar d'Arabidopsis, au choc thermique suivant s'il y avait eu une rampe. Et au niveau moléculaire, et c'est à peu près le truc le plus compliqué que je vais raconter, ce qu'il montre, c'est que, c'est indiqué avec les flèches vertes, c'est que le niveau de méthylation a baissé très fortement suite au choc thermique. C'est là. Vous voyez ma souris? Non, pas du tout. Donc c'est là.
Okay, ça, c'est le niveau, en ordonnée, c'est le niveau de méthylation en fonction des chocs abiotiques. Et là, c'est la température, plaque. Et ensuite, il regarde sur l'ensemble du génome, qu'est-ce qui change. Et il trouve ces 3000, je ne sais pas, j'arrive pas à le lire là, 2000 ou 3000 séquences dont le niveau de méthylation a changé. Donc ça, c'est un cran plus loin que ce que je vous montrais tout à l'heure. Et donc, ils arrivent à identifier des zones, ça s'appelle des zones du génome déméthylé. Et ensuite, avec des outils moléculaires, on va chercher quels sont les gènes qui ont changé dans ces zones. En tout cas, ce que ça dit aussi, c'est que c'est l'ensemble du génome qui est touché. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces petites fraises des bois. C'est les fraises des bois, hein, pas de la gariguette. Il a pris ces stolons. Vous savez comment ça marche, hein, les fraises. Hein. Il a pris le stolon, il l'a coupé, il a pris la petite fraise et il l'a soumise à un choc thermique auquel elle résiste mieux. Donc, il s'est passé quelque chose au niveau somatique. Il n'y a pas de génétique, là, au niveau somatique, qui fait que le petit stolon, eh ben, il a gardé la mémoire de la mère ou du père, je ne sais pas comment on dira ça, de la plante initiale. Et elle a gardé mémoire de son épreuve. Et donc, elle est meilleure. Après, s'il y a la deuxième génération de stolon, c'est fini. À la troisième, non plus. Et les changements épigénétiques se cassent la figure progressivement. Donc, il y a un retour à la situation d'origine au bout de 2 à 3 cycles de multiplication végétative. Jean ? Oui. Est-ce que si tu continues à lui faire un petit stress progressif à ton stolon qui a déjà été marqué au niveau somatique, est-ce que tu vas continuer à augmenter sa résistance? Ils ont essayé ça? C'est une très bonne question. Ils n'ont pas essayé, non. Non. La limite, essayer de trouver quelle est la limite. Ouais. Je ne sais pas. Non. En tout cas, de ce qu'ils ont fait, j'ai lu tous les publics qu'ils font dans ce labo. Non. Chercher la limite, en fait, Surtout, est-ce que tu peux encore renforcer Oui, cette résistance? voilà, exactement. Sur la fraise, non, mais on va discuter de cette question. Bon, alors, je quitte la fraise. Toujours pas sur la vigne. Oui, on se rapproche. On va chez les ligneux. Donc, les arbres, ça, c'est des projets assez puissants avec des gens qui sont vraiment très forts. Ils sont à Nancy. Ils ont un projet international qui s'appelle ARBRE. Il faut décliner l'acronyme. Et ils étudient la résistance des arbres, là vous voyez les couleurs différentes, là, au stress thermique. Avec des moyens d'investigation hors normes. Ce qu'ils montrent, c'est que en fonction du stress thermique et de la disponibilité en eau, les arbres ont des croissances qui sont complètement modifiées. Et que ces changements... Alors après, c'est des choses qui sont associées, pas reliées. Hein. Faire attention à ça, c'est associé. Dans ces arbres en pleine croissance, en fait, le niveau de méthylation du génome, il peut changer de 20 à 50%. Donc l'environnement a une influence sur l'épigénétique du génome de l'arbre extrêmement significative. Il y a un effet du génotype qui est important suivant le type d'arbre. Donc avant, on disait ce génotype de peuplier, il résiste mieux au stress hydrique, etc. Voilà, il résiste mieux, mais c'est en lien avec des réactions de son génome qui font qu'il va mieux réagir au stress suivant. Ce que je trouvais bien, ce que je voulais souligner dans ce projet, c'est qu'après la chute des feuilles, ils ont étudié les bourgeons des peupliers et regardé ce qui se passait. Et ils ont trouvé des changements génétiques, épigénétiques qu'ils avaient identifiés en situation de stress en fonction des génotypes, qu'ils avaient identifiés dans les feuilles de l'arbre, mais ils ont retrouvé les mêmes dans les bourgeons après que toutes les feuilles furent tombées. Et là, ils exagèrent parce qu'ils ont dit « donc il y a une mémoire ». Ça se discute. Ça se discute parce qu'il y a quand même une continuité, quoi. On reste dans l'arbre. Mais quand même, c'est un coup plus loin. Le bourgeon a gardé en mémoire la vie de l'arbre pendant l'année durant laquelle il s'est formé. Intéressant. Alors finalement, après, je suis allé chercher une définition de la mémoire. J'ai demandé à ChatGPT. Alors il dit,
La mémoire peut être définie simplement comme la capacité de notre esprit ou d'un système, on va dire, d'une plante, à enregistrer, conserver et rappeler des informations des expériences passées. Elle nous permet de nous souvenir d'événements, de connaissances et de compétences, et elle est essentielle pour apprendre à naviguer dans notre quotidien. Quel curieux langage. Alors on va naviguer dans le quotidien, hein, à partir de maintenant. C'est ça que je voudrais discuter avec vous plus loin. Je vous montrais que les plantes interagissent, qu'on a des signaux, qu'au niveau moléculaire, on a des choses, que c'est transmissible par voie somatique, de manière limitée, mais quand même que c'est gardé sur 1 an dans des bourgeons. Mais ça sert à quoi de garder cette information? On va voir. La vigne, mais pas la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on sait des interactions entre la vigne et son environnement au niveau de l'épigénétique, au niveau moléculaire? J'ai choisi de parler de 2 papiers qui ont été publiés sur une étude qui a été faite en Australie, où j'étais jamais, mais où le fils de Frédéric est en ce moment, sur la Syrah. Donc ce qui montre dans cette grande région de Barossa, c'est qu'en fonction de l'endroit où sont cultivés les Syrahs, à âge égal de cep, il y aurait des informations épigénétiques différentes, qu'on va dire bleu, jaune, voilà, sont différentes. Globalement, vous venez avec un tas de feuilles, et au labo, ils arrivent à différencier les feuilles de ces plantes-là, de cette plante-là, et de... Voilà, c'est comme ça que c'est séparé, dans une analyse à composante principale. Donc la vigne interagit avec son environnement jusqu'à avoir des changements épigénétiques. Ça ne change pas son génome, quoique, on peut en discuter après, mais ça donne des changements épigénétiques. Et ils ont fait l'expérience d'après, qui vient d'être publiée, qui est assez intéressante dans la mesure où ils ont bouturé des syrahs en serre pour faire des plants, et ensuite ils ont installé ces plants qui sont tous pareils, peut-être, enfin sûrement, enfin moins différents, et ils les ont mis en place là, et ils sont en train d'étudier au bout de combien de temps se met en place la différence épigénétique à partir de ces jeunes plants. Leurs premiers résultats disent que ça met entre 2 ans, 3 ans. Pour l'instant, ils en sont là. Voilà. Un autre exemple d'épigénétique chez la vigne, c'est un papier qui est aussi sorti en 2024 sur les vitacées, les vignes sauvages et les vignes cultivées. Et ce papier, ces chercheurs, ils ont montré que les cépages que nous, on a fixés, enfin que les vignerons ont fixés, ont choisi et ont bouturé, eh bien, vous savez qu'ils ont d'abord accumulé des mutations somatiques, ça fait des rouges, des blancs, des gris, hein, plus des rafles qui sont plus ou moins compactes, tout ça, c'est des changements génétiques qui ont été identifiés au niveau moléculaire, mais il y a aussi des changements épigénétiques et qu'on a fixés. Voilà. Globalement, la domestication, ils disent, la domestication de la vigne a abouti à moins d'empreintes épigénétiques sur la vigne. Je parle de la vigne. Chez la tomate, c'est le contraire. Hein, je parle de la vigne. Okay, moins. Alors, je trouve que ces papiers, même si je n'en donne que 3 sur la vigne, sont encourageants. En même temps, il faut toujours être prudent. En tout cas, moi, j'essaye d'être prudent au niveau scientifique. Ce que ça dit, si on fait le retour depuis le début, c'est que tous les exemples que je vous ai donnés montrent vraiment que les plantes ont une interaction avec leur environnement et que ça change la partie épigénétique. Pour la partie génétique, on peut en parler après si vous voulez. Mais est-ce que c'est vraiment une mémoire? Voilà, il y avait l'exemple des arbres, l'exemple de la fraise, ça se discute. Là, on va à Vestalten, dans la parcelle de Mathieu. Une photo au drone faite par ma fille, par Morgane. Il y a 40 pieds, vous voyez des petits signes là, comme ça, là-dessus. Et ce qu'on fait sur cette parcelle, comme sur 16 autres parcelles depuis 2014, on suit la vie de ces 40 pieds, x 16, depuis 2014. On fait des prélèvements fin juin, on fait des prélèvements de feuilles au mois de juillet, on fait des analyses moléculaires sur les systèmes d'immunité de ces vignes. On a à peu près 35 000, 40 000 points de mesure au niveau de l'immunité.
On mesure la couleur des feuilles, la teneur en anthocyanine, en chlorophylle, en flavonol. Et puis en hiver, là, on a commencé à mesurer le poids de bois de taille, qui n'est pas la plus mauvaise façon d'évaluer la vigueur de la vigne, ou en tout cas comment elle a vécu sa vie. Même si ça fait réfléchir quand on voit tout ce qu'elle stocke en dessous de la terre. Hein. Donc quand on met toutes ces données dans des graphiques, avec toutes ces parcelles, ce qu'on trouve, c'est que ici, ça, sur l'axe des ordonnées, ça donne le niveau d'immunité de la vigne, sa capacité à se défendre. Et dans l'axe des abscisses, les mois et les années. Et puis là, on est à quoi, 2019, et puis Isabelle et Mireille sont en train de finir, et on va arriver jusqu'à 2023. Ce qu'on voit, c'est que par exemple en 2015, chez nous, en Alsace, ça n'allait pas bien hein, en termes de climat, que le niveau d'immunité a élevé de façon extrêmement significative dans des vignes cultivées en biodynamie. Et puis après, là encore. En 2017, une année terrible, on avait un hiver 2016 super sec, le printemps et l'été super sec, et une température, la température dans les feuilles de vigne qu'on allait mesurer, elle dépassait 34 degrés. Et tout à cette température est écrasé, il n'y a plus rien qui marche. Là, je vous montre l'immunité, mais on a regardé d'autres choses. Les virus non plus, ils sont écrasés aussi. Et ça, c'est assez cool. On pourra en rediscuter après. Parce que de l'adversité peuvent naître des sorties positives. On peut en discuter après si vous voulez. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction du stress du climat, ce ne sont que des plantes saines. Hein. Au moment où on fait les mesures, il n'y a ni mildiou, ni oïdium, ni aucun virus dans celle-ci. Ça fait quand même plusieurs centaines de plantes et plusieurs milliers de données pour 35 000 mesures dans chaque point. Là. Et voilà, ce qu'on voit, c'est que de manière générale, les vignes cultivées en biodynamie ont une immunité qui réagit mieux à l'adversité. Ce qu'on a trouvé intéressant, enfin moi je trouve ça intéressant, puis les gens du labo, peut-être vous aussi, c'est cette régularité. Quand quelque chose est régulier, quand quelque chose est reproductible, ben, il y a un pilote dans l'avion. Il y a quelque chose qui est à la manœuvre, qui fait que c'est régulier, que c'est reproductible. C'est qui le pilote ? Alors, la première façon de poser la question sur c'est qui le pilote, c'est un peu curieux, ou je ne sais pas. Mais des fois, j'arrive au labo avec un truc, et puis ils me disent « Oula, Jean, mais qu'est-ce que t'as ?» Ben, j'ai bien dormi. Ça a été de dire, bon, ben, les gens sur la fraise n'avaient pas encore publié. Hein. Ça a été de faire une expérience ultra simple. On a pris des sarments dans les vignes, là, dans ces vignes. On a fait ça pendant 6 ans. On les a stockés dehors, dans les mêmes conditions climatiques que les vignes. Et ensuite, on a pris juste un bout, un œil. Point. Et on les a cultivés dans des chambres climatisées, sans aucun engrais, sans aucun traitement contre l'oïdium et le mildiou. On n'avait aucun souci dedans. Dans une chambre surpressurisée, comme ça, il n'y avait rien qui rentrait dedans. Voilà. Et puis, on a regardé le débourrement. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous êtes des vignerons, le débourement. Okay, il y a des stades de Bagliolini avec les stades. Et chaque fois qu'on atteignait le stade numéro 3 de Bagliolini, on disait « Ok, ce bois, il est bon. » On l'enlève. Et si on regarde, ça, c'est la courbe de sortie des bourgeons des bois de vignes cultivées en biodynamie. Ça, c'est la courbe de sortie des bois de vignes cultivées en conventionnel. Sur les 6 années, on a 5 années où c'est comme ça. La seule chose qui change d'une année à l'autre, c'est le point de démarrage. Plus l'hiver est froid, ça c'est Huguelin qui a écrit ça dans ses bouquins de vignes dans les années 50-60,
ce moment-là change. Quand un hiver est très froid, ça débourre avant. Ok. Donc là, on a pris un bout de bois juste de la vigne. On n'est plus dans la vigne, on n'est plus dans le sol, on n'est dans plus rien du tout. Et je ne sais pas, elle se rappelle de l'année d'avant. Ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont différents? Et on ne peut pas incriminer le poids de bois de taille parce que c'est plutôt un peu plus faible chez la vigne. On ne peut pas incriminer le fait que les bois soient plus gros en biodynamie parce qu'ils sont plutôt pas beaucoup plus gros, on va dire ça comme ça. Là, il y a des milliers et des milliers de mesures juste sur une courbe. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a regardé l'immunité dans ces bourgeons. Donc ça, c'est pas fini. C'est en cours. C'est en cours, ça veut dire que c'est pas fini, mais bon, on est plutôt à 80% des données. Le niveau d'immunité dans ces bourgeons-là, qui sortent, c'est le niveau d'immunité là. On retrouve le niveau d'immunité dans ces bourgeons qui ont débourré juste sur un truc de 30 cm en bois, dans une chambre de culture. On retrouve le niveau d'immunité dans ces bourgeons qui sont en train de développer, qui correspond au niveau d'immunité qu'il y avait dans les feuilles au moment où ces bourgeons se sont mis en place. On s'approche un petit peu d'une forme de mémoire. Donc ça, c'est la biologie moléculaire. Je vous ai dit qu'on mesurait le poids de bois de taille. Alors, il faut que j'explique cette forme de représentation. 6 fois 4, 40. Là, on est entre 550 plantes au début, ou 540, et maintenant on est sur 240. On a baissé un peu la charge parce qu'elles ont trop de travail. De manière générale, on peut dire, je pourrais représenter, on l'a sous forme de graphique, le poids de bois de taille en fonction de chaque pied et en fonction de la conduite. De manière générale, le poids est un peu plus faible dans les vignes cultivées en biodynamie. Un peu. Ça ne joue pas tant que ça, il n'y a pas de quoi couper la tête à quelqu'un. Puis vous avez vu que ça ne les empêche pas de débourrer de façon beaucoup plus homogène. Voilà. La quantité ne fait pas forcément la qualité. Et donc, du coup, ce qu'on a représenté, c'est plutôt le delta, en fait, parce qu'une vigne, si elle a beaucoup de bois de taille ou pas beaucoup de bois de taille, ce qui est important, c'est de savoir comment elle réagit à l'adversité. Elle encaisse. Les petits peuvent encaisser mieux que les grands, ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on le représente en pourcentage. Donc, en pourcentage, vous avez le changement de pourcentage de bois de taille en positif, en dessous en négatif, en fonction de l'année, en différence d'une année à l'autre. Et là, j'ai gardé toujours la même couleur pour le conventionnel et pour la biodynamie en vert. Si on lit ça, ça dit, mais on peut en discuter, que quand ça ne se passe pas bien au niveau climatique, il y a d'énormes variations de réaction chez les plantes cultivées en conventionnel. Et qu'à l'inverse, en biodynamie, c'est beaucoup plus atténué. Si on fait un calcul, c'est Isabelle qui fait le calcul, et que vous tracez une droite, globalement sur 10 ans maintenant, des centaines et des centaines de mesures, on reste à peu près plat. Tu aimes le mot résilience. C'est exactement ça. Voilà. Et en conventionnel, c'est ça. Bouh! Alors quand on a montré ça aux Viti du groupe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oui, on l'a vu. Et on l'a vu, bouh! Et hop, et ça arrache, et après ils pensent que c'est l'ESCA, ou que c'est les virus, et que c'est ça. Que nenni! Aucune de ces plantes ne contient les 7 virus qu'on a recherchés, voilà. Après, elles ont chopé du mildiou et de l'oïdium, évidemment. Mais ça s'écroule. Donc, c'est la fête au vert aujourd'hui. Voilà, on est retourné dans les vignes. Maintenant, j'ai encore 2 dias. Alors, quand on sort des laboratoires, il faut faire de la recherche, comme ce que je vous ai décrit sur les dernières diapos sur la vigne. En fait, c'est dangereux. Et si on parle de biodynamie, c'est encore plus dangereux. Voilà, on peut recevoir des lettres de ses patrons de Paris et puis aussi se faire défoncer sur Internet.
Ce qui m'a fait abandonner plein d'engagements que j'avais dans la biodynamie pour discuter, amener des éléments scientifiques. Hein. Pas pour dire il n'y a que ça dans la vie, mais pour discuter. Voilà, donc j'ai abandonné tout ça parce que ça ne se passait pas bien. Donc je reprends des propos du philosophe Étienne Klein, qui est physicien, pour illustrer cette situation de faire de la recherche participative, en plus sur des sujets en tension, on va dire. Ce qui se passe, et ce qu'il avait illustré dans ses conférences, c'est que quand on va discuter, il y a plusieurs choses qui arrivent. C'est que d'abord, c'est ce qu'il appelle mettre la science sous la coupe du sens commun. Concrètement, on le savait. On le savait que la biodynamie tenait mieux, que les vignes cultivées en biodynamie, elles tenaient mieux que les autres. On le savait. Ah, mais on savait qu'il y avait la mémoire. Ah ben ouais, voilà. C'est ce que me disent mes copains. Ils me disent, de toute façon, un jour, ça sera écrit dans l'Alsace, ou peut-être même pas du tout. Puis tu as bossé pendant 15 ans. Pourquoi donc? D'accord? L'autre chose, c'est encore plus dangereux, c'est, je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai. Ça, c'est la massification des données, ou des informations, ou du bruit d'Internet. Pourquoi je fais cette incise là-dedans? C'est pour dire que quand on fait ce genre de projet de recherche participative, donc c'est les gens qui posent les questions jusqu'à l'écriture du papier avec nous. Ça ne se passe pas bien dans le monde de la recherche, mais alors dehors, ça se passe encore moins bien. Pour une fois qu'il y en a un qui sort du labo, on va le tirer. Voilà. Et ben, c'est pas très amusant. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il dit, je vous invite à écouter ça, ces vidéos, ne serait-ce que celle-ci sur France Inter, par exemple, qui discutait de ça. En fait, il n'y a plus de repères. Donc, pour moi, pour nous, en tant que chercheurs dans ce genre de projet, les seuls repères qui nous restent, c'est les connaissances scientifiques qu'on produit, qu'on publie. En sachant que ce n'est pas facile d'arriver à faire passer un papier qui dit que l'immunité des vignes en biodynamie est plus élevée qu'en conventionnel. Et quand je dis c'est pas facile, c'est peu dire. Okay? Puisque finalement, on est entre des revues scientifiques, on est obligé d'aller dans des revues scientifiques très haut placées, qui cherchent à faire le buzz, mais en même temps qui sont très, très critiques, très dures. Voilà. Et dès qu'on change, si on ne va pas là-dedans, on va dans le niveau en dessous qui est déjà bien. Mais là, Lionel Ranjard, il essaye de publier les résultats sur l'effet des pratiques sur la microbiologie du sol. Il n'y arrive pas. Hein. Les dernières évaluations, il y en a qui ont dit « Oh, bah, c'est intéressant, tatati, tatata » avec des arguments scientifiques, et l'autre... Ils oublient leur devoir, les chercheurs, c'est-à-dire le principe de réfutation. Tu n'es pas d'accord, mais je m'en fous si tu n'es pas d'accord. Si on publie quelque chose, si tu n'es pas d'accord, montre-moi que c'est faux, comme ça on progresse. Okay? Mais dans le monde des chercheurs en blouse blanche, il y a un paquet de gens qui, à un moment donné, oublient le principe de réfutation de Thomas Kuhn pour en aller avec leur émotionnel. Et là, c'est pas bien, quoi. Aidez-moi ou aidons-nous, hein, parce que finalement, je travaille avec vous. Je ne travaille pas pour la biodynamie ou sur la biodynamie. Vous avez compris que je travaille sur l'influence des pratiques viticoles, quelles qu'elles soient. Puisque ce qui est intéressant, c'est moins de conforter la biodynamie dans ces pratiques que de l'ouvrir à d'autres gens. Il y a 2,5% des 800 du vignoble mondial qui est en biodynamie. Je trouverais ça un beau projet d'en avoir 5. Okay? Mais si on convainc les gens de la biodynamie, ça ne va pas suffire. Parce qu'on va leur donner une raison, mais ça sera leur raison. Alors que si on construit dans des projets participatifs une raison collective et une envie collective, ça change tout. Ça change tout. Je dirais philosophiquement, ou en tout cas, je ne sais pas, comme ça, ce que je pense, c'est que ça s'applique à la biodynamie, il y a plein d'autres choses. Quand on observe des phénomènes répétables, plus ou moins, et qu'on n'a pas de connaissances scientifiques avérées pour les consolider, il y a l'espace pour les thèses, pour des discours plus ou moins exclusifs ou excluants surtout. Et tous ces discours, en fait, ils ne donnent pas envie aux autres de rentrer dans cette façon de penser.
Et pourtant, c'est à mon avis l'essentiel, rentrer dans cette façon de penser pour refaire société, refaire sens collectivement et changer la donne. C'est ce qu'on essaye à notre petite échelle. À notre petite échelle. Et pour ça, produire des connaissances scientifiques, eh bien, ça aide parce que finalement, ça parle au monde de la recherche. Jean, il nous emmerde avec sa biodynamie. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'écrit. Mais bon, il fait des beaux papiers, quoi. Voilà. Ça, c'est ceux qui sont restés dans le principe de réfutation des vrais chercheurs. Pas d'émotionnel, pas d'avis subjectif. On regarde, c'est bon ça manip ou c'est pas bon. On l'a détruit en faisant... Mais il faut qu'ils bossent beaucoup pour arriver à détruire ça. Hein. C'est 10 ans de travail, je ne sais pas combien de milliers d'échantillons, etc. Bon. Le Suisse, quand il a trouvé ça bien. Il a dit, mais Jean, moi je ne vais pas pouvoir publier ça avec toi parce qu'il y a le mot biodynamie. Ah oui, non mais... Et donc c'est un truc, c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de... Dans ce qui est dans la biodynamie, il y a plein d'espaces dans lesquels il y a beaucoup d'ipsédixitisme, c'est-à-dire des gens qui savent tout, qui disent tout, mais il faudrait leur donner des connaissances scientifiques pour que ce soit un peu plus partageable. Je n'ai pas dit que la biodynamie c'est bon ou c'est pas bon, ce qui est intéressant c'est d'entrer en relation et leur donner envie de le faire. Essayez et éventuellement critiquer cette biodynamie. Des gens, voilà, Jean-François, Frédéric, ça faisait 35 ans qu'ils étaient en conventionnel avec leurs parents, et puis un matin, ils viennent à 4h du matin pour faire une silice, et regardez ce truc qui tourne dans ce sens-là, et puis ils mettent une silice. Mais je vais avec eux, évidemment, pour la faire. Comme ça, on vit l'expérience. C'est quand même quelque chose. Et je vous ai dit que ça a changé leur discours, leur forme de raisonnement et leur rôle social. Donc, pour conclure, je vais dire que je vous ai montré, c'est que vraisemblablement, on a quand même des éléments d'expérience à l'extérieur, pas seulement en laboratoire, mais aussi en laboratoire, qui laissent penser qu'il y a des phénomènes de mémorisation chez les plantes, qui la prédisposent à mieux répondre à l'adversité. Qu'on a des informations de biologie moléculaire qui disent que cette forme de mémorisation, elle est associée à l'ADN, soit des changements chimiques des bases de l'ADN, des cytosines, soit des histones qui sont autour, et que tout ou partie de ces changements épigénétiques sont transmis à la descendance. Mais ils sont aussi vraisemblablement transmis de manière végétative chez la vigne, on dirait. Ce qui n'est pas inintéressant pour le métier que vous faites. Donc je dirais qu'on est vers des formes de mémoire de la vigne, on en est presque au début. Je vous ai aussi montré que la vigne pouvait interagir avec son environnement jusqu'à finement changer ses empreintes épigénétiques. C'est l'exemple de la Syrah en Australie. Voilà. Merci pour votre attention.